mission de vie n'est pas du tout liée à son emploi. Ouais. Et heureusement, parce que ta vie ne s'arrête pas quand tu pars à la retraite. Et de la même manière, tu peux, par exemple, être homme ou femme au foyer et être complètement dans ta mission de vie. Donc ça peut être très réducteur de croire que ta mission de vie se limite à son emploi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Aubry Mispollet, auteur, formateur en prise de parole, conférencier et comédien. Aubry, merci d'être avec nous sur le podcast. Bah écoute, merci beaucoup à toi Julien pour ton invitation. Ça fait très plaisir d'être là, je suis très heureux. Oui, c'est un plaisir partagé, surtout que, si tu veux, le but de ce podcast, c'est de faire une synthèse de tout ce qui se dit dans le monde de l'épanouissement et de la réussite personnelle et de rendre ça accessible au grand public. Moi, c'est la raison qui me motive à échanger avec toi et ça fait vraiment sens puisque pour moi, tu t'es intéressé à la question de l'épanouissement, notamment dans le livre Déchaînez-vous, qui est sorti aux éditions Erol en avril et plus largement dans le cadre de, je pense, de ta vie. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton activité ? Avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me présenter en parlant de ma mission de vie, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc moi, pour te dire, ma mission de vie, Julien, c'est de créer un monde d'amour et de douceur en aidant les autres et en rayonnant. Et donc j'essaye de mener cette mission de vie déjà dans ma vie personnelle avec mes proches et aussi dans ma vie pro à travers, je dirais, 3 activités principales. La première, c'est que je fais des formations en prise de parole en public à destination des entreprises, écoles principalement, mais aussi de plus en plus de particuliers. D'accord. À côté de ça, donc, comme tu l'as dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Déchaînez-vous. On aura l'occasion d'en revenir et je commence à faire de plus en plus de conférences sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis content de pouvoir le diffuser au monde. Et la troisième activité, c'est que je suis comédien en formation intense. Je fais une école de cinéma et une école de théâtre en parallèle. D'accord. Eh bien, je pense que tu dois avoir une vie assez riche, en tout cas au niveau des activités que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu plus de ce livre Déchaînez-vous ? Oui, tout à fait. Donc ce livre Déchaînez-vous, le sous-titre, ça s'appelle Les clés pour s'aligner avec sa mission de vie. Il est sorti aux éditions Erol en avril, en sachant que c'est une réédition, parce que j'avais fait une campagne de précommande l'été dernier via Ulule. Et alors l'objectif de ce livre, en fait, c'est vraiment de partager des clés aux gens avec beaucoup d'exercices pratiques pour qu'ils puissent se reconnecter à eux, qu'ils puissent aller de plus en plus vers ce qui les fait vibrer, ce qui les rend vivants. Et donc, c'est organisé en 12 chapitres avec à chaque fois des clés et des exercices pratiques. Les clés principales que je partage, c'est vraiment comment on apprend à mieux se connaître, notamment comment on utilise plus ses forces au quotidien, comment on fait pour s'aligner plus avec ses valeurs. Ça va être aussi comment on fait pour être plus à l'écoute de son corps, de son cœur, de son intuition, pour moi qui est très très important. Oui. Comment aussi on apprend à gagner confiance en soi, à s'aimer plus au quotidien. Comment on peut apprendre à communiquer avec plus de bienveillance envers soi, on en parlait, la confiance en soi, mais aussi envers les autres. Comment on apprend à savoir dire non. Voilà, plein de clés aussi, comment on apprend à se libérer. Parce que moi, je vois aussi les choses comme dans le processus d'introspection, on apprend à se connaître. Et je pense aussi qu'on doit lâcher des choses. Et donc, comment on se libère de ses peurs, comment on se libère de pratiques, de relations qui peuvent être nocives, comment on se libère aussi de son passé, parce que je pense que pour beaucoup de gens, notre passé peut nous enfermer. Et donc voilà, j'ai vraiment essayé d'écrire un livre assez systémique qui, moi, à l'heure actuelle, avec mon jeune âge, recense tous les blocages que j'ai pu avoir et que j'ai surmontés. Et voilà, c'est pour ça que je suis hyper heureux de l'avoir écrit et que je suis hyper enthousiaste d'en parler parce que je suis persuadé, et c'est le cas avec les premières réactions, que ça peut vraiment aider les gens à se sentir mieux dans leur vie. Oui, et de la façon dont tu le décris, ça a l'air riche. Et puis, moi, je l'ai lu, donc j'ai regardé les différents chapitres. Et effectivement, tu donnes des exercices précis à faire pour réellement appliquer en fait ces conseils pour les lecteurs. Tout à fait. Ouais, c'est hyper important pour moi parce que
souvent, parfois, ce que je reproche aux livres de développement personnel ou parfois même de philosophie, Ouais. c'est qu'on en ressort très inspiré, mais on se dit, OK, maintenant concrètement, dans la vie quotidienne, comment je fais? Ouais. Et moi, j'ai vraiment envie que les gens, en lisant ce livre, puissent se dire, OK, bah, maintenant, j'ai les outils pour me mettre en action. Et c'est Ouais. comme ça, en fait, qu'on évolue. C'est qu'en se mettant en action. Et alors, ça s'adresse à qui ce livre? Alors, honnêtement, il s'adresse pas à un public en particulier. Ouais. Parce que je pense que toute personne dans sa vie peut, à un moment, être confrontée à des problèmes pour exprimer ses émotions, Ouais. peut se rendre compte qu'il a du mal à dire non, peut se rendre compte qu'il a une pratique qui est nocive dont cette personne n'arrive pas à se défaire, peut avoir l'impression d'être prisonnier de son passé. Mhm. Donc, pour moi, ça s'adresse à tout le monde. Et la preuve, c'est que j'ai énormément d'amis, donc de mon âge, trentenaires, qui même l'ont offert à leurs parents ou même qui leur piquaient le livre. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. J'ai même des amis de ma grand-mère qui a 95 ans qui l'ont lu et avec qui j'ai échangé. Ouais. Après, évidemment, si on se place, on se dit vraiment s'il y a une catégorie de personnes, peut-être que c'est encore plus pertinent pour les personnes qui ont entre 20 et 40 ans et qui sont un peu si tu veux, en quête de sens, Ouais. qui se sentent pas encore complètement alignés avec leur mission de vie, avec ce qu'elles veulent faire profondément. Et donc ça, je pense que ces personnes, ça Ouais. peut les toucher d'autant plus. Et c'est moi des outils que j'aurais aimé avoir quand j'avais 20 ans. Oui, ça fait sens. Et c'est vrai que tu as employé le mot systémique aussi pour décrire, c'est-à-dire que tu as cherché à être exhaustif, on va dire. Alors on ne sait pas si on peut être toujours exhaustif, mais en tout cas exhaustif dans les problématiques que les personnes peuvent rencontrer, les clés qu'on peut utiliser pour une vie plus alignée, plus épanouie, plus puissante. Et donc, pour chacun, on peut avoir en fait un chapitre sur lequel on est plus sensible. On peut dire, ah tiens, cette clé, ce sujet de se libérer, par exemple, bah, moi, c'est plutôt la peur peut-être du regard des autres. Moi, c'est peut-être plutôt me libérer, tu as mis par exemple des relations toxiques. Ou alors, pour moi, bah, effectivement, je me sens pas très aligné avec ce que je veux faire dans ma vie, donc ma mission de vie, mes valeurs. Et donc, c'est plutôt ces chapitres qui vont me concerner. Ça peut être quelque chose comme ça? Tout à fait, tu l'as exactement, parfaitement résumé. C'est en fait, ce livre, il n'est pas forcément linéaire. Je l'ai vraiment pensé comme une boîte à outils. Et Oui. c'est ce que je dis au tout début du livre. C'est pas un roman en fait, ce livre. C'est un outil d'introspection. Et donc, faut pas se dire, je le lis à la fin de ma journée de travail pour me reposer. C'est pas Dumas, c'est pas les Trois Mousquetaires. C'est vraiment en fait, je me pose et j'ai envie pendant 1 heure de réfléchir sur une problématique donnée Ouais. et j'ai surtout le désir de changer parce que je reste persuadé que de toute façon, on peut apprendre à mieux se connaître, on peut évoluer que si déjà on a l'envie de changer. Oui, je comprends. Et est-ce que lorsque tu as décidé que tu vois, le sous-titre allait être sa mission de vie, est-ce que c'était un choix particulier? C'est-à-dire que tu commences par la mission de vie, et c'est vrai que tu dis que ce livre, il s'adresse aux personnes qui vraiment voilà, cherchent à donner du sens. Parce qu'il y a des conseils, par exemple, je fais la paix avec mon passé, qui peuvent en fait s'adresser à tout le monde et pas forcément à ceux qui sont pas orientés, enfin qui cherchent à s'orienter dans la vie, tu vois. Et donc ma question, pour être assez plus direct, c'est pourquoi commencer par la mission de vie, et en quoi est-ce que c'est le plus important? Ouais. Alors, la mission de vie, peut-être que je vais la redéfinir rapidement ce que c'est pour Ouais. moi, parce que je pense que c'est un point de départ important. La mission de vie, d'un point de vue très ésotérique, c'est la raison pour laquelle ton âme, dans cette vie, s'est incarnée dans ton corps physique. Je suis persuadé qu'on a tous quelque chose à faire sur Terre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est né dans ce corps, dans cette famille. Et je crois beaucoup à tout ça. Si le terme de mission de vie, il parle pas au lecteur, c'est ce que je dis au début, on peut parler de raison d'être, de sens dans la vie, de boussole. On Ouais. peut parler d'ikigai. La traduction littérale pour les Japonais, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. La mission de vie, au final, si je l'explique de manière plus terre à terre, c'est en fait s'aligner avec sa mission de vie, c'est aller vers ce qui te fait vibrer, aller vers ce qui te rend vivant, c'est oser suivre son intuition,
oser se libérer certaines peurs, oser prendre des risques. Et donc, finalement, mon livre, je pense que toutes les clés que je partage vont dans cette direction. Parce que si jamais j'ai quelque chose de mon passé qui me bloque encore, si j'ai un deuil dont je n'ai pas, enfin, j'ai vécu un décès dont je n'ai pas encore fait le deuil, Oui. si tu as toutes ces choses-là, en fait, je pense que ça t'empêche d'être pleinement toi-même et donc, in fine, parce que pour moi, c'est la chose finale, de s'aligner avec sa mission de vie. Mm. Et c'est pour ça qu'après, voilà, je le redis, le terme de mission de vie de différentes manières. Et je suis aussi conscient que c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Et après, on peut en parler des heures. Et la mission de Bien vie, je sûr. pense, c'est quelque chose qui peut être très large. C'est pour ça que moi, j'ai défini au début ma mission de vie, pour que les gens comprennent que c'est quelque chose de large. Mais depuis que j'ai vraiment réfléchi à ce concept et que j'ai défini à l'instant T, mais tu vois, elle évolue depuis plusieurs mois, Oui. ma mission de vie, je sens moi que je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné, et surtout, les actions que je fais au quotidien, quand j'ai des peurs qui reviennent, je me rattache à cette mission de vie, en fait. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, pour moi, un peu de supérieur. C'est une sorte d'objectif supérieur qui me permet d'oser faire ce que je fais et de pas parfois rester bloqué à un stade un peu primaire de peur, de Ouais. jugement, etc. Et je te rejoins entièrement, c'est-à-dire que je ne veux pas être trop abstrait dans le cadre du podcast, mais il y a deux choses que je dis. La première, c'est que les mots qu'on utilise sont une technologie humaine pour approximer, en fait, décrire un phénomène qui dépasse l'humain, c'est-à-dire l'essence de la vie. Et donc, on utilise des mots comme mission de vie ou voix, etc. pour le décrire. Mais je pense qu'il faut utiliser énormément de mots différents pour pouvoir trianguler la réalité de ce phénomène. Et le deuxième point que j'utilise, c'est peut-être pour aider les auditeurs à visualiser ça, c'est « et si je vous disais que vous n'êtes pas forcément un être humain qui fait l'expérience de la vie, mais que vous êtes la vie elle-même qui fait l'expérience d'un être humain dans son corps et dans l'organe qui est le cerveau et la conscience, eh bien à ce moment-là, on repart en fait du profond de nous, et c'est ça peut-être aussi la mission de vie, l'essence. Ouais, bah écoute, je trouve ça hyper très beau la manière dont tu parles du deuxième point, et en fait, j'en suis persuadé. Je pense que tu en as parlé, la vie, on peut rattacher ça au divin. Et quand je parle du divin, je parle pas de religion, je parle vraiment moi de spiritualité. Et je suis persuadé, quand on suit notre intuition, on a en fait la vie dont tu parles qui irrille en nous. Et bon, on va en reparler, je veux pas anticiper, mais tu vois, quand j'ai écrit Déchaînez-vous, très souvent, les gens me disent Aubry, mais tous ces exercices, ils sortent d'où? C'est quoi tes inspirations? Donc oui, j'ai vécu plusieurs expériences, plusieurs retraites qui m'ont nourri, mais en fait, je peux pas expliquer d'où ça vient. C'est-à-dire que tout ce que j'ai créé, il vient de mon cœur et c'est sorti naturellement. Et c'est ça que je trouve beau, et c'est pour ça aussi que le métier de comédien me plaît tant. C'est qu'il y a énormément d'artistes qui, quand ils parlent de leur processus créatif, ils t'expliquent en fait que c'est tout sauf rationnel. C'est quelque chose qui sort d'eux, et c'est, en fait, pour moi, c'est un peu la vie dont tu parles. Et je trouve ça hyper beau. Ah oui, et ça c'est l'intuition de, voilà, tu avais déjà dit plus tôt que l'intuition c'était quelque chose de clé pour toi. Et dans le livre, j'ai vu aussi une phrase, alors c'est dans le chapitre « Je me libère des personnes nocives », où tu parles, voilà, de l'importance de remettre à la bonne place l'entourage, l'influence de l'entourage, la famille, l'autorité. Tu dis, apprenons à remettre l'autre en cause et à dire non si nous avons la sensation qu'une autorité abuse de son pouvoir. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est le mot sensation, parce que c'est pas cognitivement, cette personne, elle abuse de son pouvoir. C'est de dire que dans mon intuition, il y a quelque chose qui me dit, avec mon moi profond, qui me dit, ça, c'est pas quelque chose que je peux accepter, ou alors ça dépasse, voilà, ce qui me procure des sensations agréables. Ouais. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, je me rends compte en grandissant et en affinant mon chemin que ce dont tu parles, l'intuition, le cœur et donc le corps et les sensations en fait qu'on vit dans son corps, finalement, nous renseignent sur tout. Et j'ai été par le passé, et j'essaie de moins l'être, quelqu'un d'extrêmement rationnel. Tu vois, j'ai suivi, enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais j'ai suivi un cursus
d'un point de vue du système scolaire français très classique, avec une classe préparatoire, avec une école de commerce. J'ai baigné dans cet héritage des Lumières où on pense énormément avec son cerveau et son Oui. mental. Et quand j'ai mis un pied dans ce monde de la spiritualité, du développement personnel, de la méditation, et que j'ai appris, où j'ai commencé à apprendre à regarder en moi, en fait, maintenant, je réalise que toutes les décisions de ma vie, je les prends grâce à mon corps, en fait. Parce que mon corps sait directement si une chose est bonne pour moi ou pas. Est-ce que tu dirais, est-ce que ça fait sens si, alors la façon dont je formulerais peut-être pour ce que tu viens de dire, c'est dans le système scolaire actuel, on muscle beaucoup donc ce muscle de la rationalité. Et donc, quelque part, on est un peu déséquilibré. On a un bras droit très musclé, un bras gauche pas musclé du tout, et c'est celui de la rationalité versus l'intuition. Tout à fait. Bah, je l'aurais pas dit mieux. En fait, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont fondamentales que malheureusement on n'apprend pas à l'école. Et moi, je me souviens du choc que j'ai eu lorsque j'ai fait mon premier séminaire de communication non violente, parce que ça a été en fait une première approche sur, OK, pour la première fois de ma vie, je me demande comment je me sens. Donc, comment je me sens, quelles émotions je suis en train de vivre en ce moment dans mon corps, et quels besoins sont nourris ou pas. Et en fait, ça a été une révolution et ça a été une porte pour après aller vers plein d'autres disciplines. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis persuadé qu'on devrait apprendre beaucoup plus tôt aux enfants à tout simplement, la première chose qu'on devrait leur demander quand ils arrivent, c'est comment tu te sens. Comment tu te sens? Est-ce que, profitons-en pour directement peut-être parler de ton parcours, parce que je pense que ça va beaucoup éclairer notre discussion. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, en fait, Aubry? Ouais, bah alors je vais essayer de le faire de manière très globale et peut-être qu'on rentrera dedans si on parle après d'obstacles, etc. Moi, j'ai eu un parcours classique. J'ai été un bon élève tout le temps dans ma scolarité. J'étais un bon élève au lycée. Naturellement, je me suis orienté vers une classe préparatoire. Oui. Alors, bon, là, ça a été un premier coup un peu, c'est que j'ai toujours été beaucoup plus attiré en fait par les matières littéraires, par la philosophie. Mais j'ai fait une classe préparatoire à ce moment-là où il y avait des maths pour en fait faire un peu reproduire le schéma de mon père. Ce dont je n'avais pas forcément conscience à l'époque, mais que j'ai pris conscience longtemps après, vu que c'était aussi le modèle que je connaissais et la personne qui m'inspirait le plus à ce moment-là avec mon jeune âge, au moment où on s'oriente à 17 ans. Ouais. J'ai fait une classe préparatoire. Ça a été assez difficile parce que on travaille beaucoup et puis encore une fois, c'est pas le lieu où on s'épanouit en termes d'émotions. Et ensuite, j'ai fait une bonne école de commerce. Je vivais des parcours, des stages où je sentais que j'étais pas à ma place. Et ce moment où je sentais que j'étais pas à ma place, ça a culminé en fait en stage de fin d'études. Donc c'était il y a environ 6 ans, lorsque je me suis retrouvé dans un cabinet de conseil. Et au bout de quelques semaines, peut-être le mal-être en fait que j'avais au fond de moi depuis quelques années, où je sentais que je n'étais pas à ma place, est devenu énorme. C'est-à-dire que je me suis retrouvé complètement exténué physiquement parce que en fait, je finissais régulièrement au milieu de la nuit dans ce travail parce qu'on travaillait beaucoup. Et surtout, j'étais exténué mentalement parce que j'avais la sensation de faire quelque chose qui ne me correspondait pas du tout, d'être entouré de gens qui ne me correspondaient pas du tout, la sensation de ne pas trouver de sens dans ce que je faisais. Et j'ai vraiment, parce qu'avec du recul, on peut se dire, voilà, pourtant j'aurais pu peut-être être moins dans un étau, mais j'étais vraiment dans un étau. Et je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Et en fait, aussi autant que, je me rappelle un matin, après une nouvelle nuit de sommeil trop courte, je me suis retrouvé devant mon bureau et je me suis dit, OK, en fait, je sens que là, c'est impossible pour moi d'y retourner. Il va se passer quelque chose dans mon corps, vraiment, ça va lâcher. Et je suis allé voir un médecin qui m'a arrêté pendant une semaine. Oui.
je suis revenu une semaine après, il me restait, je crois, un mois de stage. On m'a proposé une offre de CDI parce qu'en plus, tout ce qui se passait en moi, c'était très intériorisé. J'étais en fait une espèce de boule de nerfs qui n'a jamais explosé au travail. Et donc, les gens, je pense, autour de moi avaient la sensation que ça se passait bien, que je travaillais bien. Et j'ai refusé l'offre de CDI. Et ça a été vraiment un point de rupture dans ma vie parce que je me suis dit, OK, à partir de maintenant, j'arrête d'être spectateur de ma vie. Et à partir de maintenant, je choisis vraiment d'être acteur. Je choisis d'aller vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me rend vivant. Et j'ose en fait m'écouter. Et c'est un parcours que j'ai entamé, je pense, il y a 6 ans, où je me suis un peu reconnecté à mon moi. Et pendant presque 3 ans, j'ai travaillé d'abord en tant que, on va dire, en tant que commercial, puis que responsable commercial dans une start-up où je me suis éclaté parce que je me suis beaucoup plus reconnecté à l'humain, au fait où j'aimais échanger avec les gens, j'aimais négocier, j'aimais ce contact. J'ai eu la chance assez tôt en plus de manager une équipe. Ça m'a beaucoup nourri de faire en sorte de faire grandir les gens de mon équipe. Et il y a 3 ans, je me suis vraiment lancé à mon compte en tant que formateur en prise de parole en public. Et en fait, la vie est belle et marrante parce que plus en fait je me suis écouté, plus j'ai l'impression que je m'aligne. Et c'est a posteriori que je prends conscience que les choix que j'ai faits dans le passé font sens aujourd'hui. Et je ne pensais pas du tout qu'un jour j'écrirais un livre. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, j'ai encore d'autres choses à raconter, que j'en écrirai sûrement d'autres. Et même le fait d'être comédien, ça fait 10 ans que je l'ai matérialisé par les mots dans la matière, mais je pense que je n'étais pas du tout prêt pour plein de raisons. Donc ces derniers mois, ces dernières années, je me suis beaucoup plus rapproché de mon essence. Et aujourd'hui, c'est assez récent, je me sens très aligné et donc très apaisé. Et c'est agréable parce que j'ai toujours des petites réminiscences et évidemment, j'ai des peurs que j'aurai toute ma vie, mais je sens que j'arrive à être moins dans une logique aussi de toujours plus, de vouloir prouver, de vouloir être le meilleur, de toujours vouloir optimiser mon temps, de vouloir travailler en permanence. Et ça a été des logiques de compétition dans lesquelles j'ai beaucoup été et qui m'ont rendu malheureuse. Malheureux. Alors, bien sûr, plein de choses à dire par rapport à ça. Et merci pour ce partage qui est intéressant et qui, je pense, beaucoup de gens aussi pourront se reconnaître dans ton expérience, en tout cas partiellement. Qu'est-ce que c'est le bénéfice, tu vois, si on parle directement à l'auditeur, d'être aligné? Tu as parlé d'être plus en paix, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, je pense que ce point-là, il est hyper important en fait de sentir que je suis en paix, que je suis apaisé. C'est que en fait, j'ai la sensation, à partir du moment où je sais que je fais une tâche qui correspond à ce que je veux profondément et que que je me mets au service d'une mission qui est plus grande que ma personne, qui est plus grande que mon ego, parce qu'en fait, moi, tout le monde s'en fiche en fait. Et c'est un peu ce qu'on nous dit parfois en tant que comédien. On nous dit mais vous, on s'en fout de toi, on s'en fout de ton ego. Ouais. En fait, tu es au service de quelque chose de plus grand que toi. Ouais. Et déjà, quand on prend conscience de ça, ça fait relativiser sur soi et ça crée une espèce d'apaisement. Ça permet de ce dont on parlait. Évidemment, je ne vais pas le cacher, j'ai évidemment des peurs. Je suis quelqu'un qui est plutôt de nature anxieuse, mais elles se sont beaucoup réduites. Et surtout, ce qui est magique, c'est que vu qu'en fait, je suis mon intuition, depuis quelques mois, il se passe plein de choses dans ma vie que je n'aurais jamais imaginées. Et je me dis, j'ai vraiment la sensation à l'instant T d'être qu'au début d'un chemin, alors qu'avant, j'avais la sensation de voir ma vie de manière très linéaire, où je me mettais des trucs genre, ok, je vais travailler 3 ans en telle entreprise, puis après, je travaillerai. J'avais l'impression que la vie, c'était toujours un moment d'arriver plus haut, mais que finalement, même si, par exemple, je sais pas, ça a été un moment de mes rêves, je finissais PDG de je sais pas quelle boîte, en fait, j'aurais toujours intrinsèquement un manque profond en moi. Et aujourd'hui, ce manque, il n'existe plus en fait. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis comblé
je suis comblé dans ma vie professionnelle. Du coup, je profite beaucoup plus de mes proches. Parce que pour moi, c'est aussi fondamental. C'est pour ça que la mission de vie dont je parlais, Ouais. j'ai commencé à parler de mes proches. Parce que créer un monde de douceur et d'amour en aidant les gens et en rayonnant, qui est la mission que je me fixe actuellement, Oui. en fait, elle se fait aussi à travers mes proches au quotidien. D'être quelqu'un qui contribue à être doux, à être aimant. Et c'est aussi pour ça que dans mon livre, je dis qu'une mission de vie n'est pas du tout liée à son emploi. Ouais. Et heureusement, parce que ta vie ne s'arrête pas quand tu pars à la retraite. Et de la même manière, tu peux, par exemple, être homme ou femme au foyer et être complètement dans ta mission de vie. Donc, ça peut être très réducteur de croire que ta mission de vie se limite à son emploi. Oui, ouais, absolument. Et finalement, l'emploi, c'est plutôt le comment de la mission de vie. C'est-à-dire, si je veux rayonner, comment est-ce que je choisis de rayonner, d'apporter de l'amour et de la douceur. Ça peut être notamment par l'emploi, c'est ça, non? Tout à fait. Je pense que, évidemment, en revanche, de fait, bon, déjà, à un moment, il faut quand même trouver un emploi, gagner de l'argent. Voilà, ça, c'est la base. Mais je pense qu'il en fait, faut voir son activité. C'est très compliqué de changer de paradigme, mais voir son activité, faut pas, dans un monde idéal, Oui. c'est se dire, voilà, c'est pas je gagne pas de l'argent pour vivre. Oui. Mais vraiment, mais l'inverse, quoi. Je vis d'abord, je trouve une activité qui me rend heureux et j'essaye de gagner de l'argent avec, quoi. Et j'ai la sensation que quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, les planètes s'alignent et on arrive quand même à dégager des revenus de ça. Et après, de toute façon, voilà, dans un processus de transition, il y a des phases, il y a plein de phases. Je suis pas en train de dire aux gens, parce que ça n'a déjà pas du tout été le cas pour moi, quittez votre emploi demain et lancez-vous dans ça. Ben non, au contraire. Parce qu'il y a plein de façons de se lancer de manière... voilà, commencer par, j'en parle dans mon livre, mais la stratégie des petits pas, quoi. Déjà, comment on D'accord. commence par un petit pas qui après, peut-être, dans 3, 4, 5 ans, on vivra complètement de sa passion. Et tu parles, voilà, là tu viens de dire aussi comment tu transmets, enfin le genre de conseils que tu donnerais en fait aux autres pour une vie plus alignée et puis pour avancer. Tu viens de dire, tu leur diras pas forcément de se lancer tout de suite dans quelque chose qui est complètement différent. Est-ce que, donc moi je remarque que tu fais des formations, des conférences, en fait, donc tu prends la parole pour justement transmettre certaines choses. Comment ça se passe, dans quel cadre et qu'est-ce que tu leur dis? Ouais, tout à fait. Bah alors, mon activité principale à l'heure actuelle, c'est vraiment les formations en prise de parole en public. Ok. Donc, ça va être vraiment beaucoup en entreprise. Ça va être des formations groupées, beaucoup dans des séminaires ou bien des coachings individuels. Aussi dans les écoles, parce que moi, je trouve que j'adore le public des écoles parce que c'est un public qui est jeune et je pense que plus tôt on apprend à prendre la parole, à avoir confiance en soi, plus on a de chances d'être apaisé dans sa vie. Et aussi des particuliers. Mais en gros, pour moi, la prise de parole en public, c'est intéressant pour deux choses. Je travaille beaucoup sur déjà la forme, comment on apparaît au monde sur la forme, donc c'est-à-dire comment on va regarder son auditoire, comment on va projeter sa voix, comment on va mettre son corps dans l'espace. Je parle beaucoup d'ancrage. J'en ai vraiment pris conscience aussi avec le théâtre, que l'ancrage, en fait, quand on prend la parole, c'est en fait un peu synonyme de l'ancrage dans notre vie, parce que quand on est ancré, ça veut dire on est déjà beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus présent, beaucoup plus ici. Et un deuxième point qui me tient énormément à cœur dans la prise de parole, c'est vraiment de travailler sur le fond du discours. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des gens très différents, qui viennent d'horizons très différents, Ouais. et comment, en fait, par exemple, quelqu'un a un discours qu'il doit préparer, comment on le retravaille pour que sa prise de parole, elle soit authentique, elle soit singulière et elle lui ressemble. Parce que, et c'est intéressant, parce que c'est souvent dans les boîtes, les entreprises qui réussissent le mieux, où je vois en fait des gens qui ont des discours très stéréotypés, très impersonnels, où c'est un peu comme quand les gens se présentent, où c'est voilà, j'ai travaillé 3 ans chez Danone, puis 2 ans là. En fait, ils ne parlent pas de eux. Et moi, le but de mes formations, c'est vraiment que les gens
se reconnectent à eux et qu'en prise de parole, ils arrivent à se reconnecter à ce qui fait leur force. Et je pense, enfin même pas je pense, je suis persuadé que la prise de parole, c'est un outil de connaissance de soi et aussi un outil pour gagner confiance en soi qui est énorme. Et c'est pour ça que dans mes formations, je fais aussi souvent des méditations. Je veille à ce que les mots que les personnes que je forme emploient soient toujours positives à leur égard. Parce que très souvent, les gens vont me dire « Ah, mais moi, je suis pas bon en prise de parole. Ah, mais moi, je suis timide. Moi, je suis introverti. Moi, j'ai un grand frère. Mais lui, il est meilleur que moi. Ça a toujours Ouais. été comme ça. » En fait, j'ai envie de casser toutes ces croyances limitantes parce que je suis persuadé que chaque personne sur Terre a un message puissant à faire passer et j'ai envie de lui redonner les outils pour qu'il puisse faire entendre sa voix. Et ça, pour moi, c'est primordial parce qu'en étant plus à l'aise avec sa voix, on se met sur le chemin de trouver sa voix VOIE, si je fais un peu de poésie. Et donc, et voilà, et ça, c'est les formations en prise de parole en public qui sont très complémentaires des conférences que je fais de plus en plus, et c'est Ouais. relativement récent suite à la sortie de mon livre, où là, je vais partager toutes les clés dont je parle, vraiment comment on se reconnecte à ses émotions, comment on apprend à mieux se connaître, comment on apprend à dire non, comment on se libère de ses peurs, toutes ces clés dont je parle. Je prends conscience que c'est un format que j'aime beaucoup, je prends du plaisir à le faire. J'aimerais bien le faire encore plus dans le futur. Je me rends compte que j'ai encore des choses à dire. Et finalement, depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont continué à me transformer. Donc, tu vois, je me dis pourquoi pas déjà écrire un deuxième livre, même si je suis Ouais. quand même assez occupé. Et voilà, ça, c'est mes deux activités principales. Et après, pour tout ce qui est acting, comédien, je le fais aussi dans le but de pouvoir faire des pièces de théâtre ou passer dans des films au cinéma qui ont, encore une fois, qui interpellent les gens et qui sont au service d'un changement vers un monde plus positif. J'ai pas envie de faire du 100% divertissement ou voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de mettre l'art au service de l'amélioration du monde et j'ai aussi envie de faire vivre des émotions aux gens parce que c'est récent que je commence vraiment à être beaucoup plus connecté à mes émotions, à être capable d'être beaucoup plus transpercé, à être capable de pleurer, de me mettre en colère, de vivre mes émotions. Et quand je vois certains films, euh, par exemple, bon, je vais souvent au cinéma, mais imaginons quand je sors d'un film comme, je sais pas si tu l'as vu, mais Call Me By Your Name, avec, Non. bon, je te le conseille, avec Timothée Chalamet, et que la dernière scène, il est en larmes, mais qu'il est complètement incarné, je sors de là, moi aussi je suis en larmes et ça a touché quelque chose en moi, ça a touché quelque chose dans mon humanité et je me prends régulièrement des claques au cinéma et si j'arrive à transmettre ne serait-ce qu'un pourcentage de l'émotion que certains acteurs me Ouais. transmettent, je serais très heureux. D'accord. Et c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, tu vois, il y a cet ancien paradigme qui était une sorte de qu'on peut représenter par une flèche, par une droite qui monte et qui est le modèle de on s'érige dans le projet assez linéaire, peut-être, enfin sans faire la critique de ça, mais par exemple de gravir les échelons, etc. Versus un modèle qui est plus rond, plus circulaire dans lequel tu plantes un certain nombre de graines, on va dire, qui vont venir germer, notamment dans ton activité de prise de parole, de formation en prise de parole, de l'acting, et qui viennent aussi s'auto-entretenir, parce que quand tu dis, que tes expériences personnelles et les expériences que tu es en train de faire ces dernières années vont venir décupler ta capacité de l'acting. Tout à fait. Tout à fait, ouais, j'en suis persuadé. En fait, maintenant que, enfin, j'essaye vraiment de me reconnecter à mon cœur et de juste aller vers ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que quand je fais des séminaires, quand je passe, je sais pas, la semaine dernière, j'ai fait une petite retraite Vipassana. Ouais. J'ai passé 3 jours sur mon tapis de méditation à méditer donc pendant 30 heures. Et ben, je le fais pas en me disant, il n'y a pas de rationalité derrière. Je le Ouais, fais ouais. parce que je sens que j'ai besoin de le faire, que j'ai envie de le faire. Mais sauf que ce que j'apprends en 3 jours sur mon tapis,
mais c'est des enseignements qui sont énormes pour ma vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, quand je vais voir certains thérapeutes, quand je vais voir une magnétiseuse il y a 10 jours, qu'elle refait circuler des Ah oui. énergies en moi, que je me libère de certains traumatismes, quand je vais voir, là j'y vais plus, mais à Paris, j'étais allé voir une psychologue pendant 3 ans, quand je vais voir une kinésiologue en ce moment à Marseille. En fait, Mm. toutes les expériences de ma vie me nourrissent parce qu'elles me permettent de me connecter plus à mes émotions, elles me permettent de prendre de la hauteur, elles me permettent d'apprendre à mieux me connaître. Et elles me nourrissent dans tout. Elles me nourrissent dans les formations que je peux donner aux gens. Elles me nourrissent dans les conférences que je peux donner. Elles me nourrissent dans mon jeu d'acteur, en effet. Et, D'accord. euh, et oui, je suis plus dans une logique de je dois faire telle chose, je dois gravir tel échelon à tel moment. C'est un peu paradoxal, parce que c'est un peu comme si, même si bon, il y a eu évidemment beaucoup de peur et de résistance, mais c'est comme si depuis que j'avais fait un espèce de saut dans le vide, où je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais que je me rattache à une mission supérieure, j'avais atteint une sorte de plénitude et Mm. d'apaisement qui est beaucoup, beaucoup plus agréable. Mm. Ok. Aubry, merci pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui est, selon toi, tu vois, la clé ou une clé qui apporterait le plus de changement, de bien-être et qui se trouve dans le livre Déchaînez-vous? Alors, elle n'est pas forcément présente D'accord. en tant que telle dans le livre, mais elle revient très souvent. C'est vraiment en fait juste le fait de vivre sa vie. En fait, pour moi, c'est la chose principale, c'est de dire que quoi qu'on fasse, en fait, Mhm. si on vit sa vie et si on écoute en fait notre intuition, si on écoute ce que notre corps nous dit, sans commencer à rationaliser, à mentaliser, à se dire ah mais moi je veux ouvrir un restaurant, mais là actuellement je suis dans mon CDI, c'est impossible. Évidemment que c'est impossible parce qu'en fait on remet du mental. Mhm. Mais moi l'idée c'est comment peu à peu on ose suivre son intuition et comment peu à peu on, euh, on fait des petits pas qui en fait dans quelques mois, quelques années, on va se rendre compte qu'on a complètement changé. Et là, je suis en train de te parler, je trouve que l'échange, il est passionnant, ça me nourrit vraiment. Moi aussi. Et tu vois, je me dis, putain, il y a 6 ans, c'est ça, hein, il y a moins de 6 ans, j'étais allongé dans les toilettes de mon lieu de travail en costume cravate, tu vois. Et j'avais la sensation vraiment, quand j'allais au travail, quand je serrais mon nœud de cravate, de me pendre. Et vraiment, non, mais je le dis parce que là, je rigole, mais pourtant, j'étais dans un mal-être profond à ce moment-là. Ouais. Et voilà, et donc, c'est deux choses à travers cette histoire, je veux dire deux choses aux auditeurs. C'est un, je veux leur montrer à travers ce fait de vie que moi, les choses ne se sont pas mises en place du jour au lendemain et qu'il y a eu un long cheminement, mais que j'ai un moment, je me suis dit, allez, j'accepte d'être moi. Et je sais plus, je crois que c'était, je sais plus si c'est Simone de Beauvoir ou une femme comme ça qui avait dit une citation, j'accepte en gros la merveilleuse aventure de ma vie qui est d'être moi. Quelque chose de ce genre. Et Mhm. c'est une citation que je trouve magnifique en fait. Et la deuxième chose, et donc qui va avec, aussi de dire aux auditeurs, et ça je trouve que c'est crucial, c'est de se méfier des choses finies qu'on voit. Et c'est-à-dire que parfois, évidemment, là par exemple, on va se dire ah génial, ah Aubry a sorti un livre, ou par exemple, on peut prendre un exemple, un Jack Ma, fondateur d'Alibaba, ouah, il est multimilliardaire et tout. Mais en fait, que ce soit moi à mon échelle, parce que je ne suis pas Jack Ma, ou Jack Ma, ou des gens comme ça, en fait, tout le monde va te dire, mais moi ma vie, je suis allé de déconvenu en déconvenu, Ouais. mais à un moment, je suis resté moi-même, en fait. Et tous les gens qui ont du succès dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine professionnel, le domaine artistique, il y a des milliards d'histoires. J'en parle dans mon livre, mais je sais pas, quelqu'un comme Walt Disney, je crois qu'il s'était fait virer d'un journal dans lequel il travaillait quand il était jeune, parce que son rédacteur en chef disait qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas les bonnes idées, je crois. Voilà. Donc c'est intéressant, on parle de Walt Disney. Donc Mhm. il y a plein de choses comme ça. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, pareil, on disait, je crois qu'il était bête, qu'il n'y arriverait jamais. Bon, ça, le monde fourmille d'histoires de ce genre. Et Ouais. je pense que c'est important.
Et pourtant, parfois, je peux être le premier peut-être à contribuer à ça, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de réussites de gens et il faut se méfier parce que derrière ces réussites, il y a aussi beaucoup d'épreuves. Et moi, honnêtement, j'ai eu énormément d'épreuves dans ma vie. J'ai eu beaucoup de parts d'ombre, que ce soit personnelles, professionnelles. Je parle de quelque chose dans mon livre, ben on peut après en reparler en fonction de ce que tu as prévu. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a nourri et ce qui me permet aujourd'hui d'être apaisé. Ouais, ouais. D'accord. Écoute, oui, avec plaisir pour parler des difficultés. C'est vrai que tu vois, dans ton livre, tu évoques deux choses. Tu évoques le premier, c'était ton expérience professionnelle, dont tu as parlé, et puis ensuite le second, qui était assez poignant, c'est celui de deuil de personnes qui t'étaient proches. Tout à fait. Je pense que on va rentrer directement dans le côté plus personnel parce qu'on a déjà parlé du pro. Ouais. Ouais, j'ai malheureusement vécu plusieurs deuils de personnes qui me sont très proches dans ma vie, mais je pense que le deuil qui m'a le plus frappé et qui a changé ma vie, c'est que quand j'avais 18 ans, ma première copine, avec qui je pensais à ce moment-là faire ma vie, avoir des enfants, me marier, a eu un accident de scooter et donc est décédée. D'accord. Et sur le moment, j'étais en classe préparatoire en fin de première année et ça a été évidemment un choc, mais Ouais. je pense que je n'ai pas pris conscience à quel point ça m'a renversé, détruit, traumatisé. Et en fait, toutes mes émotions, à ce moment-là, je les ai complètement enfermées. Et c'est-à-dire que je me souviens que, allez, une fois par semaine, c'était trop fort pour moi. Et j'étais dans ma chambre, entre deux exercices de maths, et je pleurais pendant une demi-heure. Et je me disais, allez, t'as pas le temps d'être triste. Je me disais vraiment ça, hein, c'est très triste de se dire ça, mais je me disais, t'as pas le temps d'être triste, il faut que tu aies une bonne école, Ouais. travail, etc. Sauf que, impossible de faire ça, on peut pas réfréner ses émotions. Donc, à ce moment-là, de manière très concrète, ça ressurgissait de manière violente quand j'étais alcoolisé. Ouais, Donc, ouais. voilà, alcoolisé, j'étais violent et mon mal-être ressortait. Et en fait, pendant des années, cet événement, je pense, peut-être aussi du point de vue familial, de comment on est dans ma famille et tout, mais ça a contribué à me couper de mes émotions. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'être à l'écoute de ces émotions et de les laisser sortir. Ce qui fait que pendant des années, en fait, j'ai été coupé de ça. Et ça fait que quelques mois, avec toutes les expériences que je revis, que ce soit en méditation, grâce à l'acting, où ça m'a beaucoup aidé, ou des thérapeutes que j'ai pu aller voir, que ce soit des magnétiseurs, des kinésiologues, où j'ai en fait retravaillé sur tout ça. Et c'est fou parce que ça fait 12 ans maintenant, mais il y a encore quelques jours, quelques semaines, j'ai sorti et j'ai lâché des choses autour de ce deuil et d'autres événements de ma vie où en fait j'ai pris conscience que je n'avais jamais sorti des choses et accepté ça. Et tu vois, c'est marrant parce que là je te le dis là et j'étais même pas conscient de tout ça quand j'ai écrit le livre. Et c'est marrant, on va dire que c'est intéressant parce que quand je parle, je pense que j'avais cette intuition-là, mais quand je parle de se libérer de son passé, je reste persuadé que on est tous malheureusement parfois frappés par des traumatismes en tout genre, que ce soit des deuils ou même on peut être victime de violences verbales, de violences physiques, de violences sexuelles quand on est jeune. Malheureusement, il y a énormément d'histoires de vie comme ça. Et c'est très dur de se reconstruire après ça. Et d'où, pour moi, l'importance de faire un vrai travail sur son passé et de se reconnecter à ces émotions-là. Parce que je pense que faire recirculer l'énergie autour de ça permet en fait d'avoir beaucoup, comme si l'énergie de la vie refluait. Et je vais pousser pour aller encore plus loin. Je pense que j'étais pas prêt, moi, à être comédien parce que une partie de moi, et je vais t'expliquer une histoire très concrète qui m'est arrivée. J'ai commencé le cours Florent il y a 3-4 ans à Paris. Je me suis arrêté au bout de quelques semaines
Et le premier exercice qu'on m'a demandé de faire, c'était de... Évidemment, c'est un exercice pour tout le monde, hein. Je n'avais pas du tout parlé de mon histoire. C'était, tu t'assieds sur une chaise devant tout le monde, donc devant 20 personnes, et tu étais en train de faire du surf avec ta compagne, et tu l'as perdu dans les vagues. Et en fait, l'ambulance arrive. Et à ce moment-là, là devant nous, quand tu es sur cette chaise, tu es en fait à l'hôpital. Et il y a quelqu'un qui va venir et qui va te dire oui ou non. Oui, ta copine est en vie, ou ton copain, hein, pour les filles. Non, ta copine est décédée. Et je me rappelle que j'ai fait cet exercice et j'étais en fait, il n'y avait rien. J'étais une coquille vide en fait. Alors qu'à l'intérieur de moi, tu vois, je bouillonnais. Et puis ça faisait évidemment écho dans mon histoire. Ah oui. Mais j'étais tellement. Et cette sensation de coquille vide, beaucoup de gens, même par le passé, je pense d'amis, etc., ont parfois eu cette sensation et qui m'a, moi, rendu triste dans ma vie, en fait, de sentir que j'avais un torrent d'émotions en moi que je n'arrivais pas à exprimer. D'accord. Et finalement, à ce moment-là, bah, j'ai fini par arrêter le cours Florent Ah quelques oui. semaines après, voilà, en prétextant aussi que par rapport à mon travail que je faisais à l'époque chez Mano Mano, c'était trop compliqué. Mais parce que je pense que ça, c'était aller taper et toucher une blessure en moi où je me disais, OK, en fait, Aubry, si tu veux être comédien, va falloir aller chercher dans les parties sombres et noires de ta vie et que j'étais pas prêt. Et c'est seulement en faisant les expériences que j'ai fait dernièrement que j'ai pu peu à peu ouvrir mon cœur et je sens que je suis sur ce cheminement-là à l'heure actuelle. Hmm. Quand tu dis coquille vide, c'est que il y avait tout ça en toi et que tu t'étais coupé de ça, c'est-à-dire que tu ne te laissais pas la permission d'utiliser ça dans le théâtre et puis à l'extérieur en fait. Tout à fait. En fait, coquille vide, je le dis parce que c'est une image qui est très forte et je sais Oui. qu'il y a des gens qui ressentent cette image. Et c'est vraiment, en fait, j'avais la sensation, c'est comme si j'étais coupé de mes émotions Oui. et que au fond de moi, je savais que j'avais une colère profonde, une tristesse insondable, mais aussi une joie de vivre. Mais tellement je m'étais anesthésié dans ma vie suite à certains événements, aussi peut-être quand j'étais plus jeune, hein, avec mon Ouais. éducation, on apprend souvent aux enfants à pas pleurer parce que faut être un homme, enfin, tous ces conditionnements néfastes, que c'était même pas possible en fait. Tu vois, ça a été un travail que je fais depuis des mois pour réouvrir mon cœur, mais en fait, c'était pas possible parce que à un moment, c'est soit tout explose d'un coup, mais tu vas passer 10 jours d'affilée à te morver dessus et à pleurer ce que tu n'as pas pleuré pendant 30 ans, ou bien juste, tu fais ce que tu as toujours fait dans ta vie, Ouais. tu remets un masque, tu remets même pas un masque, tu remets 50 masques, et puis tu te mets dans une démarche, tout va bien, je suis heureux, et j'ai pas Ouais. envie qu'on me plaigne, tu vois. Quand ma première copine est décédée, évidemment, les gens, pendant quelques mois, parce qu'après ça passe vite, parce qu'ils oublient, ils sont très sympas avec toi, ils ont envie d'être là pour toi et c'est très sympa. Mais moi, je me rappelle que je me disais, ce que je me disais, c'est que j'ai pas envie qu'on me plaigne en fait. Et Ouais. donc c'est triste, quoi. J'avais ce truc que je voulais apparaître comme un homme fort, ou je sais pas ce que je voulais apparaître, mais c'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie d'offrir au monde, c'est un homme qui à la fois est puissant dans ce qu'il fait, mais qui à la fois est vulnérable. Ouais. Et tu vois, si demain je joue un film où je m'effondre en larmes et je vais chercher une tristesse au fond de moi, et ben j'estime que dans ma vulnérabilité, je suis puissant. Hmm. Hmm. C'est tu sais, dans cette expérience, il y a, tu sais, tu parles de faire ressortir les émotions pour pouvoir se connecter avec son moi profond et d'être dans l'unicité. Et il y a, moi, je suis pas mal dans le cognitif, enfin, dans une approche cognitive. Et quand on vit un événement comme ça, tu sais, il y a un sens qu'on donne à ce qui nous est arrivé, qui se cristallise et qui devient comme une sorte de programme en nous. Par exemple, ce que tu as appris à ce moment-là, c'était de te dire que si tu laissais sortir tes émotions, tu allais mourir parce que tu n'allais pas le supporter. Finalement, si on a fini le travail de faire sortir les émotions,
en fait, on finit par se dire que je ne vais pas mourir si je fais sortir cette émotion. Et donc, à un niveau aussi cognitif, il y a ce changement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que le fait de se guérir, je pense que c'est un peu dans les deux, c'est vraiment la libération et le sens qu'on donne à l'événement. Et je pense que, tu vois, parfois, il y a des personnes, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois, quand on vit un événement difficile, eh bien, on peut en y donner un sens qui nous fasse perdre tout espoir, comme le monde est tellement injuste qu'on ne mérite pas d'y vivre. Et le fait d'aller chercher le sens qu'on a donné à cet événement et d'aller l'inverser dans une logique dans une logique ou dans une dynamique qui soit plus puissante pour nous, fonctionner avec puissance et avec confiance dans la vie, je pense que ça c'est un truc primordial aussi à faire. Ça m'a fait réagir. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et tu as employé des termes qui me touchent. C'est le fait de. En fait, tu l'as dit, je pense qu'à un moment, un choc est tellement traumatisant qu'on a peut-être besoin de se protéger. Et je pensais peut-être que si je laissais sortir ce qu'il y avait à sortir, j'allais en effet mourir, comme tu dis. Mais en fait, c'est que des années plus tard, parce que ça fait 12 ans, que je prends conscience que en acceptant de vraiment vivre cette émotion, en fait, je ne meurs pas, mais au contraire, je me reconnecte à la vie. Et c'est justement en bloquant cette émotion que je suis mort, en fait. Que je suis mort, pas physiquement, mais que je suis mort émotionnellement, ce qui est vrai. Je peux considérer que j'ai été mort émotionnellement pendant des années. Et c'est très dur d'avoir ça en soi. Et c'est pour ça qu'un autre terme que tu parles, qui me tient vraiment à cœur, c'est le terme de guérison. Je pense que on a tous des blessures. Et le processus de guérison et de pardon, où je parle aussi dans mon livre, bon, là, en l'occurrence, moi, c'était pas un pardon, mais parfois pour des personnes qui ont vécu des abus et qui doivent pardonner à quelqu'un, c'est primordial, en fait, parce que la guérison, ça permet de se remettre dans une énergie de vie et de se rendre compte qu'en fait, on était mort et prisonnier de quelque chose. De pardon et d'acceptation, je trouve. Tout à fait. Et dans ton cas d'acceptation. Poignant, et je pense que c'est aussi, comment dire, une fois qu'on est passé à la suite d'un tel événement, on se rend compte à quel point c'est une force et un trésor, malgré tout, d'avoir vécu une telle chose. C'est clair, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte des années après, malheureusement, 12 ans plus tard. parce que sur le moment, on se demande un peu ce qui nous arrive, quoi. On passe dans une lessiveuse, on va dire. Ouais, ça devait être... Aubry, question pour toi, peut-être on arrive bientôt à la fin, et en même temps je voudrais te demander, c'est important pour le podcast, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école que l'école ne nous apprend pas? Ouais, et ben écoute, on va continuer dans tout ce qu'on dit depuis le début. Moi, j'aurais vraiment aimé apprendre à l'école à me connecter à mes émotions. J'aurais aimé on me dise comment tu te sens, que tous les jours on soit capable de dire aujourd'hui je suis triste parce que, je suis heureux parce que, je suis en colère parce que. J'aurais aimé avoir la capacité aussi de me connecter avec les émotions des autres. Parce que moi, à chaque fois que je fais des cercles de parole ou que j'ai des discussions comme j'ai à l'instant avec toi, je me reconnecte en fait à quelque chose de plus grand que moi. Je me reconnecte à l'humanité, je me reconnecte à l'amour et ça me touche. Et ça me permet de me sentir aussi en confiance, de plus ouvrir mon cœur. Ça me permet de me sentir en confiance pour être plus vulnérable. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux enfants, c'est de leur dire juste faites part de votre sensibilité parce que c'est votre plus beau cadeau. Et si je vais plus loin, je vais reprendre une citation de Baudelaire qui dit « Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. » Et voilà, je pense qu'il a tout dit en disant ça. Oui, c'est top. Je partage entièrement ce que tu dis et cette citation notamment. Si on se projette en 2000, maintenant on est en 2022, en 2032, on est en 2032, on a mis en place ça, on peut l'apprendre à l'école. C'est sous quelle forme, en quelle classe, c'est enseigné par qui, comment? Ouais.
Écoute, pour moi, c'est enseigné déjà dans toutes les classes. En fait, ça ne s'arrête jamais. Je pense que le travail de l'émotion, euh, je vais reprendre un peu l'image que tu disais Thomas d'Ansembourg dans un séminaire que Oui, j'ai suivi avec lui, où il disait en fait que on prend une douche physique chaque jour, mais alors pourquoi on ne prendrait pas aussi une douche psychique? Et c'est vrai en fait, pour moi, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie de se demander tous les jours comment on se sent. Donc, ça doit être appris dès la garderie, même dès qu'un enfant d'accord. naît, il faut mettre des ateliers pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à faire part de ses émotions, pour apprendre à mettre des limites et à dire non aussi. Parce qu'en fait, tout ce travail-là, ça permet tout ce dont je parle après dans mon livre. Parce que le travail de base, c'est d'écouter ses émotions et son corps. Mais une fois qu'on écoute ses émotions et son corps, on est capable de dire non quand quelque chose ne nous Hmm. convient pas. On est capable de dire non à une autorité qui abuse. On est capable de communiquer avec bienveillance avec notre entourage. On est capable de vivre des événements traumatiques potentiels et on est capable de beaucoup plus de choses. Et ça devrait être enseigné par les professeurs de l'éducation nationale qui devraient recevoir une formation dessus. Ça devrait aussi, on devrait avoir des gens qui, de ces sujets, donc comme toi, comme moi, qui puissent tout simplement aller témoigner dans différentes classes pour peut-être donner des clés. Et tous les gens qui sont engagés dans cette transition, et Dieu sait il y en a beaucoup, Ouais. et c'est génial, tous les gens voilà, qui sont engagés dans cette transition puissent contribuer aussi à aider les enfants dès leur plus jeune âge à se reconnecter à leur corps et à leurs émotions. Merci. Euh, et je vais finir le podcast là-dessus. Aubry, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais évoquer que tu n'as pas pu évoquer pendant cette discussion? Je pense que première chose, c'est oser regarder en soi. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais moi j'ai peur de ce que je vais trouver. Mais je pense que la politique de l'autruche, ce n'est pas la bonne. Donc, oser regarder en soi et petit à petit. Et aussi prendre conscience que la vie est un chemin, que ne pas forcément voir le résultat final, mais oser avancer petit à petit, ne pas se comparer avec les gens, parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin qui existe, quoi. Moi, je sais Ouais. qu'à l'époque, je pouvais regarder, je sais pas, les LinkedIn des gens pour voir leur parcours, ou j'allais voir, ou même parfois, je le fais encore, je connais le CV de tous les comédiens de France et tout, mais en fait, il y a pas deux parcours, il y a pas deux parcours similaires. Chaque parcours est unique parce que chaque personne est unique. Mais je pense que c'est important de regarder en soi et de vivre sa vie maintenant parce que sinon, de toute façon, la vie va nous rattraper et on revivra les événements qu'on a besoin de régler indéfiniment. Donc presque, je vois la vie comme un jeu. Hmm. Réglons les choses qu'on peut régler quand c'est possible pour passer au niveau supérieur. Ouais, et j'ai trouvé l'échange très riche. Et très riche pourquoi? Parce que il y avait beaucoup d'authenticité, de profondeur. Et surtout, moi, du coup, j'en ai profité pour sortir, tu sais, de ma trame et d'être spontané dans les discussions. Et c'est souvent un bon signe. Et donc, merci encore, Aubry, d'avoir été dans ce podcast. Aubry, auteur de Déchaînez-vous, le livre Les clés pour s'aligner avec sa mission de vie, formateur, comédien. Merci encore. Merci beaucoup à toi, Julien, pour cette invitation et bravo pour tous les projets que tu entreprends en ce moment, notamment avec ton livre. Je trouve ça très impressionnant de voir tout ce que tu mets en place. Donc bravo et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt.